Alors, à l'échographie, ça c'est important, vous avez une structure qui est remplie de liquide, donc le contenu il est anéchogène, homogène, et vous avez une paroi qui est fine. Une paroi fine, généralement, c'est à peu près 1 mm, mais ça ne dépasse pas 3 mm. Vous avez ici la longueur et la largeur, moins de 10, moins de 5. Tout ça, c'est un patient à jeun. Pourquoi à jeun? Parce que ça lui permet d'avoir une distension vésiculaire et donc d'explorer confortablement. Alors, la vésicule biliaire est constituée de 3 parties. Vous avez le collet ou la fundibulum, le corps et le fond. Et bien sûr, tout ça, c'est pour localiser une lithiase, localiser une tumeur, un polype. Il faut dire que soit il est au niveau du fond, au niveau du corps, au niveau du collet. Et là, bien sûr, en balayant, on peut faire sortir le canal cystique. Les voies biliaires intra-hépatiques ne sont pas visibles. Ne sont pas visibles. Si je vous pose la question, quel est le diamètre de voie biliaire intra-hépatique normale sur l'échographie? 3, 4, 5. C'est toujours faux. Les voies biliaires intra-hépatiques, normalement, on ne les voit pas. Ça, c'est important. La voie biliaire principale, bien sûr, on la recherche au niveau de l'île hépatique et il mesure 6 mm chez un sujet qui n'est pas cholécystectomisé. Cholécystectomisé, c'est un patient qui on a enlevé la vésicule biliaire et donc on n'a plus le réservoir. Et donc, on peut tolérer une petite distension de la voie biliaire principale, mais qui ne doit pas dépasser de près une dizaine de millimètres. Donc, 6 mm chez le sujet normal. Chez un patient, on a enlevé la vésicule biliaire, on peut tolérer un diamètre de 10 mm. Je vous pose la question, le diamètre normal d'une voie biliaire principale, c'est 6 mm. D'accord? Si le patient il est cholécystectomisé, c'est moins de 10 mm. C'est pas moins de 20, c'est pas moins de 30. D'accord? Vous voyez la voie biliaire ici, on repère ici. Ça, c'est le tronc-porte. En avant de tronc-porte, vous avez la voie biliaire qui est fine. La même chose ici. Là, on vous a montré le tronc-porte. Alors, la cholangio-IRM ou bili-IRM, l'ancienne appellation, c'est bili-IRM. L'ancienne appellation, c'est bili-IRM. Actuellement, on parle de cholangio-IRM. Cholangio-IRM. Ça nous permet de voir parfaitement les voies biliaires. C'est l'examen de référence pour explorer les voies biliaires. La bili-IRM ou la cholangio-IRM, c'est l'examen de référence pour explorer les voies biliaires. Bien sûr, les indications, c'est surtout les ictères obstructifs. Les ictères médicales, voilà. L'imagerie a un peu d'intérêt, mais là, ça passe surtout pour les ictères obstructifs, lorsqu'on a un obstacle sur les voies biliaires. Maintenant, on va passer aux pathologies. Donc, la pathologie biliaire la plus fréquente, c'est la pathologie lithiasique. C'est la pathologie lithiasique. Alors, bien sûr, les lithiases, leur principal site, c'est la vésicule biliaire. Certainement, tous, on a quelqu'un dans la famille qui a une lithiase vésiculaire. Ça veut dire que quelque chose qui est de très, très fréquent et très important à reconnaître. Alors, la clinique, c'est lorsque vous avez un calcul au niveau de la vésicule biliaire, quand il baigne ici, il n'y a pas de souci. Mais quand il va se trouver au niveau de collet, là, ça commence à faire mal. Au début, c'est des douleurs, ça se manifeste par des coliques hépatiques, c'est des crises douloureuses au niveau de l'hypocondre droit qui irradie en hémiceinture en arrière et en interscapulaire. Et là, le diagnostic sur le plan radiologique, c'est l'échographie. Une simple échographie nous permet de poser le diagnostic. Comment? Ben, en nous montrant le calcul, comment il va se manifester sur l'échographie. Voilà, une petite formation qui est hyper échogène parce qu'il est solide, donc il va refléter les ultrasons. C'est pour cela qu'il est hyper échogène. Et vous aurez en arrière un pendant postérieur, parce que les ultrasons, ils sont tous pratiquement, la totalité, il revient vers la sonde. C'est pour cela que vous avez un cône d'ombre postérieur. D'accord? Bien sûr, ça peut être une seule, comme vous pouvez avoir plusieurs. Mais ce qui est important, ça c'est entre parenthèses, c'est la taille des lithiases. Lorsque vous avez des microlithiases, le problème qui va se poser, c'est ces complications qu'on verra par la suite. Lorsque vous avez des microlithiases, des lithiases millimétriques de 3, 4, 7, 6 mm, il y a le risque
de migration, c'est-à-dire la migration à travers le canal cystique. Et bien sûr, il peut se trouver ici au niveau de la voie biliaire principale. Donc, quand on a des microlithiases, le risque de complication il est plus important. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complication? On peut avoir comme complication, au début, ce qu'on appelle hydrocholécystie. Hydro, ça veut dire quoi? C'est du liquide, une stagnation de liquide, distension vésiculaire. Lorsque le calcul il est enclavé ici, jusqu'à pour l'hydrocholécyste, il n'y a pas d'inflammation de la paroi, juste une distension. La bile, par la suite, il va commencer à irriter la paroi. Quand il va irriter la paroi, qu'est-ce qu'il va nous donner? Une cholécystite. Cholécystite. Vous savez que tout ce qui est it, c'est inflammation. Cholécystite. Donc, au début, vous aurez l'hydrocholécyste, juste une distension. Par la suite, la bile, il va irriter la paroi, ça va nous donner l'inflammation de la vésicule biliaire qu'on appelle cholécystite. D'accord? Et si le calcul, il va migrer ici, qu'est-ce qu'il va nous donner? S'il va migrer au niveau de la voie biliaire principale, il va nous donner une dilatation, une stagnation de la bile, mais vous aurez une dilatation de tout ce qui est en amont. Donc, toute l'arborisation biliaire, il va se dilater. Et bien sûr, ce qui s'est passé pour la vésicule, il va se passer aussi pour les autres branches biliaires, les autres canaux biliaires. Donc, on aura une inflammation de la paroi des canaux biliaires, qu'on appelle angiocholie. Alors, voilà ce qu'on a comme image. Regardez. Vous avez, c'est quoi ça? Je pense que vous connaissez tous. Vous pouvez tous faire le diagnostic. Ça, c'est quoi comme organe? C'est la vésicule. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lithiase. Vous voyez qu'il est hyper écogène, il est blanche. Et vous voyez le cordon postérieur. D'accord? C'est le même ou la même patiente. On fait bouger la patiente. Le calcul, bien sûr, il bouge. Et regardez, il était ici au niveau de fond, maintenant il est au niveau du corps. Et voyez le cordon postérieur. D'accord? Alors, ici, je vous ai mis une image du scalaire. Et vous avez ici, regardez, la vésicule, il est là. Et vous avez cette formation dense. Hein, c'est une lithiase. On verra par la suite. Et là, vous pouvez ouvrir une parenthèse. Les lithiases biliaires ne sont pas tous visibles sur le scalaire. Ne sont pas tous visibles sur le scalaire. Beaucoup de lithiases qui ne sont pas biliaires, je précise, biliaires ne sont pas visibles sur le scalaire. D'accord? Ça, c'est important. Si je vous dis, tous les lithiases, ils sont visibles, biliaires, ils sont visibles sur le scalaire. Non, c'est faux. Maintenant, j'ouvre la parenthèse pour ceux qui veulent comprendre pourquoi. Alors, la composition des lithiases, c'est quoi? En fait, c'est des sécrétions lipidiques, riches en lipides. Quand ils se calcifient, on peut les voir sur le scalaire. On peut les voir sur le scalaire. Quand ils se calcifient, quand ça devient dense, on peut les voir. Tant qu'ils ne sont pas encore calcifiés, ils ont une densité proche de la bile. C'est pour cela qu'on ne les voit pas. Ils ont une densité proche de la bile. C'est pour cela qu'on ne les voit pas. Quand ils se calcifient, quand le taux de calcification est important, à ce moment-là, on les voit sur le scalaire. D'accord? Alors, la lithiase qui a migré dans la voie biliaire principale, qui est dans les longeocolite en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas? Si on revient au schéma de l'anatomie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que rejoint la voie biliaire principale? Le canal pancréatique principal ou le bulbe sanguin. Et donc, ce calcul, il peut aussi obstruer, si vous voulez, le bulbe sanguin. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Et pancréatique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme... Maintenant, on va commencer l'hydrocholécystie. Nous avons vu que c'est juste une distension. Donc, ce qui va changer par rapport au normal, c'est juste les diamètres. Alors, pour la cholécystite, c'est une inflammation de la paroi. Et donc, qu'est-ce que nous aurons? Un épaississement de la paroi. Une paroi qui est inflammée va s'épaissir. Et donc, le paramètre le plus important, c'est ce paramètre-là. Donc là, la paroi qui va dépasser, ça c'est important, va dépasser 4 mm. Regardez la paroi ici. Il est épaissi. Si je reviens sur l'ancienne image, regardez la paroi ici, il est fine. D'accord? La même chose ici. Par contre, quand je passe ici, regardez la paroi, il est épaissi. Le deuxième élément pour poser le diagnostic, bien sûr, c'est la présence de lithiase, du calcul. Regardez, ici, il y a un calcul. Dans quelle partie de la vésicule? Ici, le collet ou le col. D'accord? Très bien. Et là, vous avez d'autres lithiases avec des cônes d'ombre. Là, vous avez l'épaississement et les lithiases.
Bien sûr, vous aurez la distension vésiculaire. Et vous aurez ce qu'on appelle le signe de Murphy échographique. Je pense qu'on vous a déjà parlé de signe de Murphy clinique que vous faites à la palpation. Ben, c'est la même chose qu'on fait avec la sonde. En demandant à une patient une inspiration profonde, vous appuyez, vous déclenchez la douleur. C'est le signe de Murphy échographique. Alors, pourquoi on va faire un scalaire? C'est-à-dire, la question, est-ce qu'on peut se permettre d'opérer un patient avec une échographie? Un patient qui présente des signes typiques d'une cholécystite, est-ce qu'on peut l'opérer avec une simple échographie? La réponse, c'est oui. Si vous avez l'aspect typique du cholécystite aiguë sur une échographie, là, vous n'avez pas besoin de compléter par un scalaire. On va compléter par un scalaire, et ça, c'est important. Donc, si je vous dis complément par un scalaire, il est systématique, c'est vrai ou faux? C'est faux. On complète dans les cas suivants. Lorsqu'on a une perforation, l'inflammation, il va devenir tellement importante, il va fragiliser la paroi, on aura une perforation de la vésicule. L'inflammation, il peut se surinfecter, on aura un abcès périvésiculaire. Là, on a besoin, bien sûr, de faire périvésiculaire et parfois, il peut même passer, parce que la vésicule, bien sûr, elle est accolée au foie. Il faut avoir même un abcès hépatique. Au point que le radiologue doit systématiquement, lorsqu'il a un abcès hépatique, chercher la vésicule biliaire. Parce que la conduite, elle diffère. Ça, c'est juste entre parenthèses. Si vous avez un abcès hépatique à point de départ vésiculaire, là, ça ne sert à rien de faire un drainage. Le chirurgien doit intervenir pour enlever la vésicule biliaire. Et bien sûr, drainer l'abcès. Par contre, si vous avez un abcès à distance, là, vous pouvez drainer. Alors, si vous faites le scalaire, soit dans ce cadre-là, soit parfois vous avez un patient, il y a des patients pour qui l'échographie, il est difficile. Donc, soit pour raison technique, soit, donc, et vous faites le scalaire. Soit vous faites le scalaire pour une autre raison. Là, vous devez reconnaître sur un scalaire, bien sûr, les différents signes du cholécystite. C'est l'épaississement pariétal, la même chose que nous avons vu avec l'échographie, l'infiltration de la graisse et l'épanchement périvésiculaire. L'épanchement périvésiculaire, en fait, c'est une petite réaction de péritoine à côté. Donc, je reviens aux indications de scalaire. Il y a la perforation, il y a l'abcès, la fistule bilio-digestive. Qu'est-ce que c'est que fistule bilio-digestive? En fait, le calcul, parce que ce qui est à côté, sur le plan anatomique, à côté de la vésicule biliaire, vous avez le duodénum à côté. La deuxième portion du duodénum, ou la première portion du duodénum. Et là, vous aurez une inflammation de la paroi, de la vésicule biliaire, qui peut, par contiguïté, entraîner une inflammation de la paroi duodénale à côté. La fragilisation de la paroi, des deux parois, fait que le calcul peut passer de la vésicule biliaire au duodénum. Et là, on va avoir une fistule qui est écrite bilio-digestive, entre la vésicule biliaire et le tube digestif. Et la dernière indication, c'est ce qu'on appelle la cholécystite emphysémateuse. La cholécystite emphysémateuse, regardez ici. Vous voyez cette forme, là c'est la vésicule biliaire, la paroi. Il y a dans la paroi, qu'est-ce qu'il y a dans la paroi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'air. C'est ce qu'on appelle la cholécystite emphysémateuse. Cette cholécystite, comme ça, vous ne pouvez pas l'explorer à l'échographie. Parce que de l'air, ça fait un écran pour l'échographie. C'est un écran. Et donc, vous n'arrivez pas à explorer ce qui est au-dessous. Ça d'une part. D'autre part, ça témoigne de la gravité de la cholécystite. Et donc, vous devez compléter par une TDN. Alors, l'angiocolite. Comment il va se manifester l'angiocolite? Vous avez un obstacle, donc systématiquement, vous aurez une dilatation des voies biliaires intrahépatiques et bien sûr de la voie biliaire principale. Et, puisque l'origine c'est une lithiase au niveau du bas cholédoque. Regardez ici, vous avez un exemple. Vous avez le trois portes et vous avez la voie biliaire qui est très dilatée. Si vous vous rappelez de l'image échographique normale, vous voyez le trois portes et la voie biliaire principale, elle était fine. Hein, c'est à peu près 1 sur 6 ou 1 sur 8 de diamètre de trois portes. Là, regardez, la voie biliaire, pratiquement, elle a un diamètre qui est supérieur aux trois portes. Donc, c'est une voie biliaire qui est dilatée, qui dépasse quoi? Combien de 6 mm. Oh, 6 mm. Et là, si, à l'échographie, ça c'est important, à l'échographie,
la lithiase de voie biliaire, c'est difficile de la faire sortir. C'est-à-dire que parfois, on n'arrive pas à faire sortir la lithiase du bas cholédoque ou de la voie biliaire principale, la partie ou le segment inférieur de la voie biliaire principale. Pour des raisons techniques, parce qu'il y a le duodénum, il y a de l'air digestif qui peut masquer, si vous voulez, la lithiase de la voie biliaire principale. D'accord? Parfois on la voit, parfois on la voit pas. Là, vous avez un exemple d'une lithiase qu'on arrivait à la voir. C'est difficile pour vous de la repérer. Vous avez ici la lithiase hyperécogène avec le condom postérieur. Voilà notre exemple. Regardez ici, la voie biliaire dilatée et vous avez la lithiase hyperécogène. D'accord? Là, on a mis le Doppler, c'est juste parce que quand vous avez les deux vous avez la dilatation et vous avez, un radiologue entraîné, il fait la part des choses sans avoir recours au Doppler. Mais là, des fois, quand on a ce problème-là, on peut mettre le Doppler. Et ça nous permet de faire la part des choses entre la voie biliaire principale, vous voyez ici, et le transport. Alors maintenant, si vous n'arrivez pas à voir la lithiase, qu'est-ce que vous allez demander? L'IRM. Ça s'appelle quoi? Bili ou cholangio-IRM. Cholangio-IRM. D'accord? Là, vous voyez parfaitement la lithiase, ici, le structure qui est noire, et la dilatation de la voie biliaire principale. Là, je vous ai mis, à chaque fois que vous voyez ce cadre vert, ça veut dire que c'est normal. Vous voyez la voie biliaire normale, là, vous voyez la voie biliaire qui est dilatée. Donc, vous aurez la dilatation, vous aurez la lithiase, et vous aurez l'épaississement des parois. Rappelez-vous que la physiopathologie de l'osophonie, c'est que vous avez une stagnation, irritation de la paroi, et vous aurez un épaississement de la paroi. Donc, c'est une paroi qui est inflammée, donc il va s'épaissir et il va se rehausser. L'inflammation, il appelle de sang, donc ça appelle le produit de contraste. Donc, ça c'est aussi important, parce que la pathologie lithiasique, c'est assez fréquent. D'accord? Alors, l'intérêt, bien sûr, c'est de voir, pour l'IRM, c'est surtout de faire sortir les lithiases qu'on ne peut pas voir à l'échographie. Que ce soit les lithiases de la voie biliaire principale, la partie basse, que ce soit parfois, et c'est peu fréquent par rapport aux lithiases de voie biliaire principale, on a des lithiases intra-hépatiques. Regardez ici. Là, on est sur le canal hépatique droit. Vous voyez les lithiases ici, d'accord? Et là, je pense que vous repérez bien ici. C'est quoi ici? C'est quoi ce segment biliaire? C'est quoi? Ça. C'est la voie biliaire principale avec des lithiases. 1, 2, 3. D'accord? Alors, le deuxième type de pathologie, c'est la pathologie tumorale. Alors, le cancer de la vésicule biliaire, c'est un cancer qu'on voit surtout chez les femmes âgées. Il est associé souvent avec des lithiases, c'est ce qu'on appelle calculoca ou calculocancer, abréviation calculoca. Ça, vous allez l'utiliser dans votre pratique calculoca ou calculocancer, cancer avec calcul vésiculaire. Donc, il y a trois formes. Soit vous aurez une masse qui va occuper le lit vésiculaire, soit que vous aurez un épaississement comme tout épaississement tumoral, un épaississement irrégulier, soit se forme une forme polypoïde. Alors, à l'échographie, vous aurez une lésion. Regardez ici, vous avez la vésicule biliaire, ce niveau-là, et vous voyez cet épaississement ici, qui prend toute la vésicule biliaire et qui est, regardez, il est irrégulier. D'accord? Alors, sur le scanner, c'est la même chose. Regardez ici, vous avez la paroi à l'épaississement pariétal, irrégulier, suspect. D'accord? Et là, bien sûr, évidemment, quand on se trouve avec un épaississement suspect à l'échographie, il faut faire un bilan pour, bien sûr, choisir la piste thérapeutique. D'accord? Et donc, en fonction donc, de l'atteinte vésiculaire, est-ce qu'il y a ou non une extension dans le parenchyme hépatique? Est-ce qu'il y a une extension
dans la voie biliaire principale, parce que la tumeur, parfois, elle peut suivre le canal cystique et bien sûr le canal hépatique commun. Il va être responsable d'une dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Et c'est le cas ici. Regardez ici. Ça, c'est des voies biliaires qui sont dilatées. Et parce qu'on a eu la tête, vous voulez, par contiguïté des voies biliaires, surtout de ce qu'on appelle la plaque hilaire. La plaque hilaire, c'est la confluence biliaire au niveau du hile hépatique. Bien sûr, le chirurgien, il a besoin des rapports vasculaires. Est-ce que les deux artères hépatiques, est-ce qu'ils sont infiltrés ou non? Non, tout ça, c'est important pour le geste thérapeutique. Et bien sûr, est-ce qu'il y a ou non des métastases à distance? Alors, là, on a parlé de la vésicule biliaire. Pour le reste des voies biliaires, on distingue 3 types de tumeurs des voies biliaires malignes. Le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle les cholangiocarcinomes. Cholangio, c'est tout ce qui est biliaire. Carcinome, c'est les tumeurs épithéliales, d'accord, malignes. On a les cholangiocarcinomes intrahépatiques, ce qu'on appelle les cholangiocarcinomes périphériques, parce qu'ils sont à distance, bien sûr, de la confluence biliaire. Et on a les cholangiocarcinomes extrahépatiques. Extrahépatiques, on peut les scinder en deux, soit les cholangiocarcinomes hilaires à ce niveau-là, à cette zone rouge, soit au niveau de la voie biliaire principale. Bien sûr, l'imagerie, c'est important pour poser le diagnostic, chercher le niveau de l'obstacle et faire le bilan d'extension pour, bien sûr, le traitement de la tumeur. Alors, pour ce qu'on appelle les tumeurs périhilaires, on appelle aussi tumeurs de Klatskin. Tumeurs de Klatskin. Alors, cette tumeur-là, il va se localiser au niveau de la plaque hilaire, au niveau de l'hile hépatique, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on aura comme conséquence? On aura une dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Et bien sûr, la voie biliaire principale, sera fine, normale. C'est le cas ici. Regardez ici, vous avez une tumeur ici, et vous avez cette dilatation des voies biliaires intrahépatiques, sans dilatation de la voie biliaire principale. Et bien sûr, l'IRM et le scalaire, ils vont chercher, bien sûr, la tumeur, c'est un épaississement de la paroi, épaississement tumoral, ils vont chercher cet épaississement pariétal, il confirme la dilatation, et comme tout épaississement tumoral aussi, il va, bien sûr, se rehausser après injection de produits de contraste. Alors, voilà la différence entre le scalaire, l'apport du scalaire et l'apport de l'IRM pour les tumeurs de Klatskin. Ça, c'est important. Le scalaire, il est important surtout pour les rapports vasculaires. Il est meilleur pour les rapports vasculaires. Parce que si on a une tumeur ici, au niveau du I, il y a l'artère hépatique à côté, le tronc porte à côté, les branches portales droite-gauche, les artères hépatiques droite ou gauche, et il y a aussi des variantes anatomiques que ce soit de la circulation artérielle ou de la circulation portale. Tout ça, on analyse de façon plus précise avec le scalaire. Et l'IRM, par contre, il le permet de mieux explorer l'extension biliaire. C'est-à-dire, lorsque j'ai une tumeur ici, là, pour voir est-ce qu'il s'étend dans la branche droite ou dans le canal biliaire droit ou dans le canal biliaire gauche ou dans les deux ou au-delà de la confluence, tout ça, c'est l'IRM. Ça, c'est important. Donc, le scalaire, c'est important pour les rapports vasculaires et l'IRM, c'est important pour l'extension biliaire. Alors, regardez ici, vous avez l'exemple d'une tumeur de Klatskin, la tumeur au niveau de la plaque hilaire. Vous avez la dilatation des voies biliaires gauche et droite. Là, c'est le même patient avec des reconstructions ici, une reconstruction coronale, d'accord? Là, vous avez une IRM, vous avez la tumeur à ce niveau-là, et vous voyez la dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Là, c'est une séquence Billy, qu'on appelle séquence Billy. C'est une séquence qui nous permet de reconstruire que les voies biliaires, de voir que les voies biliaires. Regardez, ici, vous ne voyez que les voies biliaires. Et c'est cette séquence-là qui nous permet de préciser l'extension à quel niveau des canaux biliaires. D'accord? Alors, pour la voie biliaire principale, nous avons vu les cholangiocarcinomes intrahépatiques au niveau du foie. Extrahépatique, nous avons vu la plaque hilaire. Et maintenant, on est en train de voir
le cholangiocarcinome de la voie biliaire principale. Alors, les plusieurs formes on peut avoir cette forme infiltrante, on peut avoir un épaississement d'un seul côté, on peut avoir ici une forme polyploïde, d'accord? Et toujours la même sémiologie sur le plan radiologique, c'est-à-dire que vous avez un épaississement et que vous avez un rehaussement donc de la paroi. Regardez ici, vous avez un exemple. Vous avez la dilatation de la voie biliaire, des voies biliaires intrahépatiques. Vous avez ici une vésicule biliaire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quelques lithiases, d'accord, qui sont un peu denses, et donc c'est pour cela qu'on arrive à les voir. Et vous avez ici, regardez, qu'est-ce que vous avez ici? La voie biliaire principale, qui est épaissie, c'est une forme infiltrante, elle prend toute la paroi, qui se rehausse, regardez, de façon, c'est un épaississement circonférentiel qui se rehausse, d'accord? Et c'est un cholangiocarcinome de la voie biliaire principale. C'est pour le patient, regardez ce qu'apporte l'IRM, regardez. Là, vous avez l'obstacle à ce niveau-là, et vous avez la dilatation des canaux biliaires. Là, toujours, et si on revient sur les séquences avec injection, c'est toujours le même raisonnement, c'est la voie biliaire qui prend le contraste. Alors, la pathologie inflammatoire, elle est plus rare que la pathologie tumorale, et qui dit inflammatoire, ça veut dire que c'est une inflammation des parois, et qu'il n'est pas, c'est pas le cas de la cholangite ou de l'angiocolite, où vous avez un obstacle avec une irritation par l'irritation des parois par la bile. Là, il y a plusieurs mécanismes. Souvent, c'est des mécanismes auto-humains où l'organisme va s'attaquer ou va attaquer, si vous voulez, la paroi de façon diffuse, les parois des canaux biliaires. Vous voyez ici, regardez ici les voies biliaires, avec un épaississement, regardez, c'est diffus, c'est plusieurs, pratiquement sur cette coupe-là, toutes les voies biliaires sont dilatées, sont épaissies, un épaississement régulier, et qui se rehausse après injection de produits de contraste. Et bien sûr, qui dit épaississement, ce que ça va donner l'épaississement? L'épaississement, ça va donner des stéloses, voilà, très bien. Et c'est ce que vous voyez ici, regardez, vous avez des stéloses focales, que vous voyez ici, que vous voyez ici, que vous voyez ici, d'accord? Là, c'est l'aspect, ce qu'on appelle de cholangite sclérosante primitive. Cholangite, c'est une inflammation sclérosante, ça veut dire sclérose, c'est la fibrose. Donc l'inflammation à répétition, donc fait installer la fibrose, et la fibrose, bien sûr, il va donner des stéloses. Et primitive parce que il n'est pas secondaire à une infection ou à une lithiase comme le cas de l'angiocolite. C'est pour ça qu'on parle de primitive. D'accord? Voilà. Donc, pour les voies biliaires, on insiste surtout sur les lithiases, la pathologie lithiasique, comment on fait le diagnostic, l'aspect typique, les complications. D'accord?